Bien, alors, cette semaine, on va essayer de finir le chapitre sur les qubits, les systèmes à deux niveaux. Parce que si j'ai bien compris, la semaine prochaine, vous êtes un peu en vacances, quoi. Enfin, vous êtes en révision, pardon. Vous êtes en révision. Il n'y a pas de vacances, ça n'existe pas, les vacances. Donc, il faut qu'on essaye de terminer ce chapitre. Et après, vous avez le partiel. Donc, bien, je vais résumer un tout petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis, je vais parler du spin. Et après, j'essaierai de parler des états intriqués. J'espère pouvoir commencer aujourd'hui et finir vendredi. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'étude générale d'un système à deux dimensions, qu'on a donc appelé qubit. Système à deux dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que deux états, c'est impossible qu'il y ait seulement deux états en physique quantique, mais vous avez un espace vectoriel des états qui a deux dimensions, donc vous pouvez prendre une base orthonormée quelconque qu'on peut appeler 1 ou 0, et donc tous les états de ce système sont des états qui s'écrivent comme une combinaison linéaire quelconque de ces deux états-là, avec alpha et bêta quelconque dans C. Mais comme les états sont en quelque sorte définis à une constante près, en tout cas la signification physique d'un état et la signification physique d'un autre état qui est juste un multiple de celui-là sont les mêmes. Par conséquent, on pouvait se débrouiller pour avoir un système normé et puis pour avoir cette composante, par exemple, réelle positive ou bien celle-là, peu importe, fait ce qu'on veut. Et du coup, on a vu qu'on pouvait toujours écrire un système, enfin l'état d'un système à deux niveaux sous la forme cos θ sur 2, 1 plus sin θ sur 2, e puissance phi 0, avec θ entre 0 et pi, et phi entre 0 et 2 pi, ce qui fait qu'à chaque état, on peut associer en fait un point sur une sphère, qu'on a donc appelée la sphère de Bloch, qui est juste une représentation, c'est une sphère totalement imaginaire, qui permet simplement à chaque état d'associer une direction dans l'espace, dans un espace à 3D, ou un point sur la sphère de Bloch, repéré par, en quelque sorte, les coordonnées θ et phi, puisqu'à partir de θ et phi, vous pouvez former n'importe quel espace. Alors ensuite, on a vu que l'analyse de l'expérience de Chern-Hegerla montre qu'on a affaire dans cette expérience effectivement à un système physique qui bel et bien a un espace des états à deux dimensions. Ça, c'est de manière générale, on peut toujours faire ce lien entre chaque état d'un qubit et un point sur la sphère de Bloch. Mais dans le cas particulier du système étudié par l'expérience de Chern-Hegerla, en l'occurrence des atomes d'argent, on peut effectivement faire émerger, s'apercevoir qu'on a affaire à un système, à un espace des états quantiques à deux dimensions, et on a abordé ça via le moment magnétique, qui classiquement est un vecteur pointant dans une certaine direction, mais quand on regarde l'expérience de Chern-Hegerla, on voit que ce n'est pas du tout ça. Néanmoins, on a vu des comportements du système avec des états pour lesquels ce qui classiquement serait une composante du moment magnétique dans une certaine direction pouvait être mesuré au sens quantique du terme, c'est-à-dire non pas découvrir la valeur que le système a préalablement à la mesure, mais simplement faire apparaître un comportement comme si le système avait une certaine valeur bien définie. Et donc, on a vu qu'il y avait deux types de comportements possibles pour ces états-là, enfin, pour les états en général, se comporter comme si on avait un mu-z égal à plus mu0, ou comme si on avait un mu-z égal à moins mu0. De là, on a construit donc des états, une base de l'espace des états à deux dimensions qu'on avait justement appelé plus mu0, ou simplement plus, on avait laissé tomber le mu0 après, dans la direction uz, et ceux qui ont moins mu0, je peux peut-être remettre mu0 encore provisoirement, dans la direction uz. Et donc, ceci constitue une base de l'espace des états de ces particules-là. On verra aujourd'hui qu'on parle de spin 1,5.
Et par conséquent, tout état du système peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces états-là, alpha plus uz plus bêta moins uz. Et oui, et on a vu donc qu'il y avait enfin, ok, donc de cette grandeur physique, on a fait un opérateur, d'accord, pour lequel ces états propres, enfin, pour lequel ces états sont états propres avec les valeurs propres correspondantes. Hein. Et on avait écrit cet opérateur mu-z comme étant, vous vous rappelez, avec la somme des quais de bras, mu0 plus dans la direction uz, plus dans la direction uz, plus moins mu0, donc moins mu0, moins dans la direction uz, moins dans la direction uz, quai de bras donc. Mais ça, ce n'est pas spécifique à une direction en particulier. Et donc, il y a en fait un ensemble d'opérateurs qu'on peut faire émerger comme ceci. En fait, parce que le Stern-Egerla, l'appareil de Stern-Egerla, qui vient mesurer au sens quantique du terme cette grandeur physique, qui classiquement est la composante du moment magnétique dans la direction uz, on peut évidemment... je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Enfin, le Stern-Egerla, on peut le tourner dans une autre direction pour mesurer non plus la composante z, mais ce qui, classiquement, serait la composante suivant le vecteur u. Et du coup, on aurait de la même façon un... Alors, à nouveau, ça fait sortir deux types de comportements particuliers. Un, comme si... enfin, correspondant à des états... comme s'ils avaient pour composante de mu suivant u plus mu0, et l'autre comme s'ils avaient moins mu0, et on peut former l'opérateur mu, donc la composante du moment magnétique suivant u, exactement de la même façon, c'est mu0 plus dans la direction u plus dans la direction u, quai de bras, moins mu0 moins dans la direction u, moins dans la direction U. Et ce qu'on avait fait la dernière fois, et c'est très beau, c'est de montrer qu'en réalité, il y a un sens d'orientation pour le moment magnétique, bien qu'on ne puisse pas associer à la particule un moment magnétique avec un vecteur qui pointe dans une certaine direction. Il y a quand même un sens à parler d'orientation, justement en lien avec la sphère de Bloch, c'est-à-dire que les vecteurs propres de la composante suivant U sont, voilà, ouais. Donc ce vecteur-là, tous les vecteurs peuvent être écrits dans une base quelconque. Et donc, si on choisit comme base celle dans la direction z, mais la direction z, c'est une direction qu'on choisit arbitrairement, donc ça ne retire rien à la généralité. Si je veux écrire plus u dans la direction plus uz, je vois que, en fait, plus dans la direction u, c'est justement, ça s'exprime exactement de la même façon ici, c'est cos θ sur 2, plus dans la direction uz, plus sin θ sur 2, e puissance i phi, moins dans la direction uz. Autrement dit, l'état qui correspond à une valeur bien définie de la composante suivant u du moment magnétique, c'est l'état qui, lorsqu'on le représente dans la sphère de Bloch, pointe dans la direction u avec le θ et le phi qui vont bien. Donc ça, c'est associé au vecteur qu'on avait noté U dans la sphère de Bloch, comme ceci. On a vu aussi, bien sûr, que moins donc les états qui manifestent une valeur moins mu0 lorsqu'on mesure le moment magnétique dans la direction U sont en fait, alors ça fait sin θ sur 2 et puis moins cos θ sur 2 puissance moins i phi, et ils sont associés, je ne sais pas si j'ai pas peine que je le réécris, enfin, bon, allez, si.
et moins sin θ sur 2 puissance moins i phi. Et ils sont associés au vecteur moins u sur la sphère de bloc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sens, il y a quand même un lien avec les rotations. Le lien est évident dès le départ, puisqu'effectivement, si vous prenez votre Stern-Gerlach, votre appareil, et que vous le tournez dans l'espace, au lieu de l'orienter suivant Z, vous l'orientez suivant X, ou suivant Y, ou suivant U, vous allez infecter les états, vous allez avoir comme vecteur propre de nouveaux vecteurs propres. Donc c'est bien lié à il y a quand même un sens d'orientation dans l'espace. C'est assez troublant parce qu'en même temps, le vecteur lui-même, c'est un état de la particule qui n'est pas associé à une rotation vraie. On va parler du spin tout à l'heure. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a un lien avec les rotations. Et ce lien est explicité justement avec cette correspondance entre l'expression des vecteurs d'état ayant une composante de mu bien définie dans la direction U en fonction de ceux qui ont une valeur bien définie dans la direction Z, et la manière dont un vecteur de l'espace des états du qubit est représenté dans une direction bien particulière dans cette sphère imaginaire. Alors, il y a une dernière chose que je voulais faire avant donc, de parler du spin. La dernière fois, donc, on a vu que ça, c'était bien, ce vecteur-là était bien vecteur propre de cet opérateur avec la valeur propre plus mu0, celui-là avec la valeur propre moins mu0. Je crois qu'on l'avait pas fait explicitement. On avait fait le calcul explicitement pour là. On n'avait pas eu le temps, mais je suis sûr que vous l'avez tous fait pour vous en convaincre ce week-end. Oui, et la dernière chose qu'on avait fait émerger, c'est le... Oui. Ah oui, c'est cos ici, bien sûr, merci. Merci. La dernière chose qu'on a fait émerger, c'est le vecteur opérateur moment magnétique. Donc ça devient un peu compliqué. Ce vecteur-là, qui a, dans une base de l'espace géométrique repéré par UX, UY, UZ, les coordonnées, eh bien, mu X, mu Y, mu Z, avec chacun qui s'écrit comme ceci, hein, mu Z avec UZ, mu X avec UX, etc. Et en fait, le moment magnétique, l'opérateur moment magnétique dans la direction U n'est rien d'autre que mu scalaire, le vecteur unitaire petit u. Voilà. Alors, donc la dernière chose que je voulais faire là-dessus, c'était d'écrire... Voilà. Alors, je ne sais plus du tout mon décompte. J'ai un cinquièmement là, mais je doute que ce soit ça. Vous me direz. C'est la mesure d'une composante arbitraire enfin d'une composante quelconque d'un état quelconque. Et je vais faire deux cas. Je vais commencer par mesurer mu z sur l'état plus u. Donc je prends une direction arbitraire. Alors comment obtenir un système qui est dans cet état-là? Ben, c'est simple, hein. Vous mettez un Stern-Gerlach dans la direction u, et là, il n'y a que deux modes d'interaction entre cet instrument et le système, qui sont le mode plus mu0 ou moins mu0. Et donc, il va sortir aléatoirement, suivant l'état de départ, soit plus mu0, soit moins mu0. Vous prenez ceux qui sont plus mu0, et maintenant, vous savez qu'ils sont dans cet état-là. Donc, vous avez un système dans cet état-là, et maintenant, vous voulez mesurer
mu z, la composante du moment magnétique suivant z. Alors pour le faire, eh bien vous mettez votre Stern-Gerlach cette fois orienté dans la direction z et vous voyez ce qui sort. Mais le formalisme de la physique quantique nous permet de prédire précisément ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a que deux réponses possibles quand vous mesurez mu z, c'est soit plus mu 0, soit moins mu 0. Et on sait que ça va être aléatoire avec des probabilités qui dépendent de la composante de l'état sur chacun des états propres pour mu z. Donc c'est le formalisme tout à fait standard. Plus U, il est écrit ici. Ben, oui, c'est pas la peine que je le réécrive. Donc voilà notre vecteur d'état. Quand le système est dans cet état-là et qu'on mesure mu z, eh bien on va obtenir plus mu 0 avec une probabilité module de cos θ sur 2 au carré et moins mu 0 avec une probabilité ça au carré. Alors, donc on obtient plus mu 0 avec la proba module de cos θ sur 2 au carré, bah, c'est-à-dire cos carré θ sur 2. Hein. OK? Oui? 3? Merci. Et on obtient moins mu 0 avec la proba module de ça au carré, c'est-à-dire sin carré θ sur 2. On retrouve bien que la somme des probabilités vaut 1, simplement parce que on avait normalisé l'état au départ. Hein. Si vous prenez lambda fois ça, il faut diviser par module de lambda carré, c'est-à-dire par la norme du vecteur pour obtenir les probabilités. N'oubliez pas ça, parce que des fois, vous aurez affaire à des vecteurs qui ne sont pas normés. Quand on peut, on le fait, mais ce n'est pas nécessaire. Bien, alors... je voudrais juste la montrer... Alors, je voudrais montrer deux choses. Peut-être déjà obtenir ça d'une façon un peu différente. Vous rappelez qu'on avait une certaine façon d'obtenir la probabilité qui était de prendre en sandwich l'état, enfin prendre en sandwich le projecteur dans la direction uz par l'état en question. Donc cette probabilité-là, je pense que c'est bien de le rappeler comme ça. On peut l'écrire de façon intrinsèque. La probabilité de plus mu 0, c'est donc l'état dont on parle, qui prend en sandwich l'opérateur qui est celui justement qui donne qui donne le projecteur sur cet état-là, sur l'état plus mu 0 uz. Et ce projecteur, c'est quoi? Donc je vais l'écrire d'abord comme ça. Projecteur orthogonal sur plus uz. Et ce projecteur, vous vous rappelez ce que c'est? Ce projecteur, c'est le quai de bras, justement, absolument. C'est le quai de bras uz. Et par conséquent, vous voyez que ça donne ici plus U plus uz plus uz plus U. D'accord? Écrit comme ça, en l'écrivant comme ça fait apparaître en aucun cas les coordonnées particulières de l'état dans une certaine base. C'est une écriture intrinsèque. Simplement maintenant, si on veut voir qu'est-ce que ça vaut, ça, eh bien justement, c'est le produit scalaire de U avec uz, et de plus U avec plus uz. Ce produit scalaire de lui avec lui, eh bien c'est cos θ. Alors, attention, c'est cos θ, et là, c'est son complexe conjugué. Alors en réalité, c'est celui-là qui est cos θ. Hein, si vous faites plus uz par là, lui il est cos θ.
Et lui, il est son complexe conjugué, sur 2, pardon, je dis cos θ sur 2. Lui, c'est son complexe conjugué, en l'occurrence, c'est égal à lui-même, mais enfin, je le fais explicitement, si vous avez un état avec une composante qui n'est pas réelle, vous faites sortir ici la norme au carré. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là, mais c'est juste que je vous rappelle ce formalisme qui permet d'obtenir le résultat. Évidemment, ceci donne ça, et vous pouvez faire pareil pour la proba d'obtenir moins mu0, en mettant ici le projecteur sur l'état moins mu0, c'est-à-dire le quai de bras sur mu0, sur moins uz, et vous allez obtenir pareil. Bien, on a ça. Alors, ce que je voulais vous montrer ici maintenant, c'est que aléatoirement, on a soit ça avec cette probabilité-là, soit ça avec cette probabilité-là. Du coup, en moyenne, on obtient combien? Par définition, en moyenne, on obtient mu0 fois cos carré θ sur 2, et puis moins mu0 sin carré θ sur 2. Et donc ça, c'est mu0, facteur de cos carré moins sin carré. Donc cos carré moins sin carré, ça fait cos de 2 fois l'angle, donc cos θ. Et ceci donne donc mu0 cos θ. Et ça, c'est vraiment remarquable. Parce que cos θ, c'est justement l'angle qu'il y a entre U et UZ. Donc, oui. Pourquoi est-ce qu'on a dit spécifiquement mesure de UZ sur l'état plus U? Parce que si on fait l'inverse, ça nous donne la même chose. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi spécifiquement? Si j'avais choisi l'autre, vous m'auriez demandé pourquoi j'ai choisi l'autre. Donc voilà. Mais je vais le dire néanmoins que bien sûr, ça donne la même chose. Ça se voit dans le fait qu'il y en a cos θ, justement. Oui, donc ce qui est remarquable, c'est que vous avez un état qui classiquement correspondrait à une orientation dans la direction U. Ce n'est pas le cas quantiquement. Hein. On a vu qu'on n'a pas, pour ces différents états. Enfin bon, j'y reviens après. Donc, on a un état qui est caractérisé par le fait qu'il a une valeur bien définie du moment magnétique dans la direction U, qui vaut mu0, et on mesure une composante suivant uz. La particularité quantique sur laquelle on pourrait s'arracher les cheveux si on voulait absolument tenir à l'image classique du monde, mais évidemment on ne veut pas ça puisque c'est faux, mais si on voulait s'attacher à l'image classique, on dirait, puisque U est comme ça, sa composante suivant uz, eh bien c'est évidemment, si on a mu donc qui vaut mu0 U ici, sa composante suivant uz, c'est mu0 fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et donc en mesurant la composante du moment magnétique suivant Z, on devrait trouver toujours mu0 cos θ. Sauf que quantiquement, on ne trouve jamais mu0 cos θ. Absolument jamais, puisqu'on ne peut trouver, quand on mesure la composante d'un moment magnétique, que plus mu0 ou moins mu0. Jamais on va trouver mu0 cos θ. Sauf qu'en moyenne, ça sera aléatoire à chaque fois, mais la moyenne des valeurs qu'on va obtenir, ça va être effectivement mu0 cos θ. Donc en moyenne, ça a quand même un sens de dire qu'il y a un vecteur qui pointe dans une certaine direction, non pas parce que ça lui donne une valeur de sa composante qui vaut mu0 cos θ, mais parce que si vous répétez 1 milliard de fois la mesure sur 1 milliard de systèmes que vous avez initialisés dans le même état, vous allez obtenir effectivement, en moyenne, la valeur que vous attendez classiquement. Mais pourtant, cette valeur-là, vous ne l'obtiendrez strictement jamais. Mais en moyenne, ce sera la valeur qui sortira. Oui.
Oui, donc effectivement, il y a un sens particulier qu'on va préciser très précisément, enfin c'est un peu un pléonasme qu'on va préciser très rigoureusement plus tard dans le cours. Il y a un sens à dire que la physique classique se rapporte à un comportement moyen des phénomènes quantiques. Mais il faut quand même faire attention, parce que c'est vrai dans un sens particulier qu'on va parfaitement décrire un peu plus tard, mais faites attention quand même. Là, vous pouvez, donc vous avez votre Stern-Gerlach, donc vous avez un état orienté suivant U. Vous mettez votre Stern-Gerlach orienté suivant UZ. Vous pouvez envoyer 1 milliard de particules. Vous n'obtiendrez pas le comportement classique. Vous obtiendrez, vous vous rappelez, quand on faisait passer sur l'écran, on n'a pas un comportement moyen, on a 2 tâches, et ça, c'est pas lié au fait que vous travaillez avec une particule. Vous en envoyer 100 milliards de milliards de milliards, vous aurez 2 tâches qui n'est pas le comportement classique. Donc, oui, la physique classique peut être vue dans des conditions bien précises comme la moyenne de ce qui se passe au niveau quantique. Néanmoins, il y a des choses qui sont clairement distinctes, y compris avec un grand nombre de particules. Donc, c'est pas juste une moyenne statistique. Néanmoins, voilà, mesurer μz quand on est dans l'état U, ça nous donne en moyenne μ0 cos θ, et sinon aléatoirement avec les probabilités dites. Alors effectivement, maintenant, c'était la question de votre camarade, si on mesure la composante suivant U sur l'état, enfin sur un système qui est dans l'état plus UZ, c'est-à-dire qui donnerait à coup sûr plus μ0 si on mesurait le moment magnétique dans la direction Z, eh bien la réponse est que ça donne exactement la même chose. Il y a plusieurs façons de le voir, mais on peut à nouveau écrire, vous pouvez à nouveau écrire la probabilité d'obtenir μ0. C'est quoi? Vous prenez en sandwich par votre état qui est plus UZ, vous prenez en sandwich le projecteur sur l'état plus U, et ça vous donne à nous, alors ça va être l'inverse, ça va vous donner cos θ sur 2 fois cos θ sur 2 étoiles, mais évidemment c'est pareil, ça et l'autre là-bas c'est pareil, donc vous allez obtenir cos carré θ sur 2, donc ça c'est la proba d'obtenir plus μ0, la proba d'obtenir moins μ0, c'est pareil avec ici un moins et un moins, et vous allez obtenir sin carré θ sur 2, et par conséquent, en moyenne, la moyenne de, donc vous mesurez mu U, ça va être μ0 cos θ. Donc tout ce qui compte, si vous êtes dans un état et vous voulez savoir la probabilité d'obtenir ce qui correspond à un autre état, c'est juste le produit scalaire, module carré. Hein. Et donc UZ scalaire U ou U scalaire UZ, c'est évidemment pareil. Alors juste, oui. Si on ajoute beaucoup d'atomes en même temps, ouais. Les moments magnétiques ne s'ajoutent pas et donc on n'aura pas un effet plutôt classique à ce moment-là? Non. Quand on fait l'expérience de Stern-Gerlach, on peut envoyer plein d'atomes d'argent. Vous avez 2 pics et pas un continuum. Non. Chaque particule est indépendante de ce point de vue-là, interagit indépendamment avec le champ inhomogène. Donc, vous pouvez aussi faire effectivement, vous pouvez avoir des systèmes avec plein de moments magnétiques indépendants sur chaque particule, mais qui forment un système global. Et à ce moment-là, ils peuvent s'ajouter, vous pouvez obtenir d'autres choses intermédiaires. Mais à ce moment-là, ce n'est plus un système à 2 niveaux. Mais on verra ça. Oui, donc je voulais juste rappeler ici comment on calcule... Pardon, la flèche est ici. Comment on calcule de manière générale la valeur moyenne des résultats obtenus pour la mesure d'une certaine grandeur physique? C'est en prenant... vous vous rappelez, la valeur, ce qu'on avait noté, valeur moyenne de G, ce n'est pas la valeur moyenne de G, c'est la valeur moyenne
des résultats qu'on obtient si on mesure la grandeur physique associée à G. Mais comme c'est un peu long à dire à chaque fois, on dit valeur moyenne de G. Vous vous rappelez que si on est dans l'état psi, eh bien, c'est simplement justement G pris en sandwich entre psi et psi. D'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est la valeur moyenne du projecteur. Ça, c'est la valeur moyenne de G. Donc la valeur moyenne de mu U, vous pouvez la calculer aussi directement comme ça. La valeur moyenne de mu dans la direction U, quand vous êtes dans l'état plus Z, eh bien ça va être plus UZ, ça va être ça, mu U plus UZ. Tiens, on va le faire d'une autre façon. Donc, mu U, je pourrais l'écrire formellement comme étant... je vais faire les deux, pour vous habituer un peu. Ça, je peux l'écrire formellement comme étant... Je l'ai écrit tout à l'heure. Mu 0 plus U moins mu 0 moins U moins U. D'accord, hein? Dans la base plus U moins U, l'opérateur mu U est diagonal avec pour valeur propre mu 0 pour ce vecteur-là et moins mu 0 pour celui-là. Donc dans cette base-là, je peux l'écrire comme ça. Alors, ouais, ok. Et donc je peux développer ça et obtenir, on sait ce qu'on va obtenir. Hein? On va obtenir à nouveau mu 0 cos θ. Vous pouvez le faire aussi en écrivant non pas mu U formellement comme ça, c'est-à-dire implicitement sur la base des plus U et moins U, mais en écrivant mu U, l'opérateur mu U, dans la base plus Z moins Z directement. Que vaut-il cet opérateur? Bon, on l'a vu la dernière fois. Vous vous rappelez, mu U comme ceci. Donc c'est... on l'a fait, vous vous rappelez, c'est la composante de U suivant X fois mu X, c'est-à-dire mu 0 sigma 1, etc., etc. On avait obtenu cos θ sur 2, sin θ sur 2, E puissance moins I phi, sin θ sur 2, E puissance I phi, et moins cos θ sur 2, c'est ça, hein? Ouais. OK? Eh bien, appliquons ça au vecteur plus Z, écrit dans la même base. Le vecteur plus Z, c'est simplement 1, 0. Et le bras plus Z, c'est simplement 1, 0 en vecteur ligne. Yes? Donc ce calcul, on peut le mener. La moyenne de mu U, c'est ça, c'est ce bras fois cette matrice fois ce ket. Alors si on fait cette matrice fois le ket, ça donne, juste ça fois ça, eh bien ça donne le vecteur cos θ sur 2, sin θ sur 2 puissance I phi. C'est quoi ce beans? Ah oui, oui. Ah, non. Il y avait avant aussi un mu 0. Oui, il y a un mu 0 ici, merci. Mais c'est pas ça qui me chagrine. Merci, mais c'est pas ça qui me chagrine. Je pense qu'il n'y a pas de θ sur 2. Ah, c'est pas un θ sur 2, bien sûr. Voilà. Pardon. J'aurais dû le réécrire du coup. Mais... c'est ça qu'on a obtenu. Vérifiez dans vos notes, c'est ça l'expression de mu U. Et donc, effectivement, ça fait cos θ, sin θ, E puissance I phi. Et maintenant, si je fais
1, 0 fois ça, j'obtiens bien, enfin il y a mu0 là, j'obtiens bien mu0 cos θ. Ok? Bon, il me manque une ligne comme d'habitude, mais ok, donc voilà. Voilà, donc vous voyez, vous avez l'embarras du choix pour calculer des valeurs moyennes. Soit vous calculez la probabilité d'obtenir chacune des valeurs et vous faites la somme des probas fois la valeur. Soit vous calculez directement le sandwich de votre opérateur sur l'état qui est l'état dans lequel vous êtes. Et même pour faire ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit en écrivant formellement l'expression de votre opérateur dans la base de votre choix, soit en écrivant aussi directement sa représentation matricielle dans la base de votre choix. Bref, 1000 façons de faire. Conceptuellement, c'est toujours la même chose. Et donc, j'en dirai pas plus pour l'instant. Et je vais passer... je vais passer au spin. Donc, je pense que c'est un grand 4, c'est ça ou... Allez, grand 4, sauf contre-ordre. On va dire grand 4, spin and me, et je vais essayer d'être rapide. Bon, je vais être assez évasif sur la notion de spin, parce que pour faire une théorie complète du spin, il faut faire la théorie complète des moments cinétiques. Et on ne va pas faire ça. J'en redirai un mot un peu plus tard quand on fera quand on verra l'opérateur moment cinétique, enfin moment angulaire standard, à partir des états de position. Donc, je vous rappelle la logique. On a vu, de manière générale, on a commencé sur Stern et Gerlach en disant on a une particule chargée qui a un moment orbital. La théorie de Bohr, vous savez, la vieille théorie atomique, l'atome de Bohr, pour expliquer les transitions entre niveaux d'énergie dans les atomes, dans l'atome d'hydrogène, etc. Bohr avait émis l'hypothèse que le moment cinétique était quantifié. Et ça fonctionne, ça donne le bon spectre des raies d'émission et d'absorption de l'atome d'hydrogène, etc. Et puis, Stern et Gerlach ont voulu vérifier si vraiment le moment cinétique est quantifié, puisqu'à chaque moment cinétique, pour une particule chargée, est associé à un moment magnétique. Alors, si le moment cinétique est quantifié, le moment magnétique devrait aussi être quantifié. Et effectivement, en faisant l'expérience, on voit que le moment magnétique est quantifié, et on a fait sortir cet espace vectoriel de dimension 2. Donc, un C espace vectoriel de dimension 2. Dont on a fait par ailleurs l'étude générale avec les qubits et la façon de représenter les différents états d'un tel espace sur la sphère de bloc, etc. Et puis, on a vu donc que ça s'appliquait à notre système qui était des atomes d'argent sortis d'un four dans l'expérience de Stern et Gerlach. Et on voit effectivement que les états associés au moment magnétique forment cet espace vectoriel de dimension 2. On a fait sortir l'opérateur moment magnétique qui se représente dans cet espace de dimension 2 par des matrices 2,2, puisque c'est un opérateur au sein d'un espace de dimension 2. Donc, on pourrait s'en tenir là. Voilà, on a trouvé une structure liée au moment magnétique
pour cet objet particulier qui est ce système particulier qui est un atome d'argent. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus général que ça. D'abord, ce moment magnétique, effectivement, dès le départ, l'idée, c'était de le relier à un moment cinétique. Mais de manière générale, il n'y a pas que les atomes d'argent qui se comportent comme ça, c'est-à-dire qui font émerger un espace des états à 2 dimensions dans lequel il y a des grandeurs vectorielles, des grandeurs physiques vectorielles, dont les composantes ne commutent pas, etc. Je n'ai pas rappelé tout ça. Mais donc, il n'y a pas que les atomes d'argent qui fonctionnent comme ça. Et puis, donc, ça marche pour les électrons, ça marche pour les protons, ça marche même pour les neutrons qui sont pourtant pas chargés. Ça marche pour tout un tas de choses. Et donc, l'idée, le spin, c'est simplement l'espèce de dénominateur commun derrière tout ça. Le moment magnétique, oui. Non, alors, on est parti avec l'idée qu'à chaque fois qu'on a une particule chargée qui a un moment cinétique, il y a un moment magnétique associé. Et donc, on avait pris l'exemple, effectivement, d'une charge Q quelconque qui tourne autour d'un axe. Donc ça a un moment angulaire qui est, si ça c'est le point M, ça c'est le point O, le moment, je ne sais plus comment je l'avais noté, L peut-être. Et si ça a la masse M, c'est M, OM, vectoriel V. C'est le mot. Et puis après, on avait dit, ah oui, mais justement, si la particule est chargée, en fait, il y a aussi un courant là. Et ce courant, du coup, ça fait une petite spire de courant auquel est associé un moment magnétique, mu, qui vaut I fois le vecteur surface, c'est-à-dire I. Alors I, c'était Q par le temps que ça prend, et le temps que ça prend, c'est 2πr divisé par la vitesse, la même qu'ici. Et puis S, c'est simplement πr2 où R est le rayon. Et on avait vu qu'il y avait un lien, etc. Donc, et alors, on avait vu qu'il y avait ce lien. On l'avait écrit de la façon suivante. Mu égale gamma fois L, où gamma est ce qu'on a appelé le facteur gyromagnétique, le rapport gyromagnétique. Donc à chaque fois que vous avez un moment cinétique, si en plus vous êtes chargé, vous avez un moment magnétique. C'est de là qu'est partie toute l'histoire. Mais donc justement, ce qu'on a trouvé n'est pas une propriété spécifique de l'atome d'argent et de son moment magnétique. Ce qu'on a trouvé est en fait beaucoup plus général et est lié. Donc, on a vu une quantification du moment magnétique, mais qui en fait est liée à une quantification du moment angulaire. Et comme je le disais, ce qui est troublant, c'est qu'on voit ça même pour des particules non chargées. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un truc plus profond. D'ailleurs, l'atome d'argent n'est pas chargé, soit dit en passant. C'était justement l'idée de travailler avec un atome neutre. Mais il a un électron libre qui lui donne la propriété de spin en question, la propriété du moment magnétique associé. Oui ? Mais ce n'est pas spécifiquement qu'on doit utiliser l'argent. On pourrait utiliser par exemple le tri. Absolument, absolument. On pourrait utiliser des tas de choses. Et je vous dis, même juste un simple électron, ça va fonctionner aussi. Sauf que si vous mettez qu'un simple électron, il va bouger dans le champ. Il va y avoir la force de Lorentz, QV vectoriel B, qui va perturber l'interaction des moments, juste du moment magnétique avec le champ inhomogène. Il va y avoir une force F égale QE s'il y a un champ E qui traîne. Enfin bref. Donc c'était beaucoup plus simple et propre d'un point de vue expérimental de travailler avec des atomes d'argent à l'époque de Stern-Gerlach. Mais aujourd'hui, on peut, sans surprise, ce qu'on a vu là est valable pour plein d'autres exemples. Oui ? Aujourd'hui, on pourrait le faire avec des électrons. Oui, absolument. Donc l'idée, c'est d'essayer de chercher qu'est-ce qui, derrière tout ça, est vraiment le nœud du problème. Et c'est ça le spin, justement. C'est la quantification qu'on voit là est liée effectivement à l'existence d'un moment angulaire quantifié
Mais le point clé, c'est que c'est un moment angulaire intrinsèque qui n'est pas lié à une rotation orbitale. À un mouvement orbital. Ça, c'est l'image qu'on avait pour l'atome de Bohr, hein, avec des électrons qui tournent sur des orbites autour du noyau. Oubliez ça, hein, c'est complètement faux, c'est pas du tout une bonne image, c'est pas du tout comme ça que ça marche, pour 1000 raisons, enfin, ça pourrait pas marcher comme ça. Mais enfin, c'est l'image qu'on avait, et en tout cas, néanmoins, c'est vrai. Si vous faites tourner une charge autour d'un centre, vous voyez qu'il y a un lien très clair qui s'établit entre le moment orbital et le moment magnétique, et ce lien, c'est gamma. Il suffit de l'écrire, vous voyez que ce gamma, il vaut, dans ce cas-là, il vaut... alors, on l'avait noté l'autre fois, ça fait Q... Non, combien? Q fois le rayon sur 2m, d'accord. Non, il n'y a plus le A, si? Si? Vous êtes sûr? Oui? Non, il n'y a pas de A. Non, c'est Q sur 2m. Ouais, c'est le rayon. Oui, parce que là, il y a R, mais il y a aussi là le R. Non. Q sur 2m, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, s'il y a un moment orbital, ça fait sortir ça, mais là, en l'occurrence, sans moment orbital, donc, on a un moment angulaire intrinsèque, non lié à un mouvement orbital, et donc, sortez-vous de la tête l'idée que le spin d'un électron, c'est parce qu'il tourne sur lui-même. Alors, je sais bien que spin, ça veut dire tourner en anglais. C'est pour ça qu'on l'a appelé spin, parce qu'on pensait que ça tournait. Alors, comme c'est un truc intrinsèque qui ne dépend pas d'un mouvement orbital, c'est pas du tout... Enfin, il y a aussi un spin associé... Enfin, pas un spin, il y a un moment angulaire associé au fait que l'électron pourrait tourner autour d'un centre. OK, mais un électron tout seul dans l'espace, il a un spin. Et pourtant, c'est une particule ponctuelle. Donc, évidemment, ça ne tourne pas sur soi-même. Donc, ce n'est pas du tout un moment angulaire orbital. Néanmoins, c'est un moment angulaire en un sens bien précis que je vais commencer à préciser là, mais qu'on ne pourra pas préciser avant pas mal de séances. Il y a un moment angulaire intrinsèque, donc lié à des rotations malgré tout, mais il n'y a rien qui tourne. Hein. Il n'y a vraiment rien qui tourne. C'est plus ce moment, enfin ce spin, son lien avec la rotation, c'est plutôt que la question, c'est pas comment il ne tourne pas. C'est comment, si on fait une rotation, par exemple, de l'instrument de Schrödinger, là, si on fait une rotation du dispositif expérimental quel qu'il soit, comment ça affecte son état. Donc c'est plutôt comment la particule réagit à des rotations que comment elle tourne. Elle ne tourne pas, oubliez ça. L'électron, ça ne tourne pas. Enfin, il peut aussi tourner, mais pas sur lui-même. Ça, c'est jamais de la vie. Il est ponctuel. Il ne peut pas tourner sur soi-même. Donc, il y a un moment angulaire intrinsèque, qui n'est donc pas lié à un mouvement orbital, et à ce moment angulaire est associé un mouvement magnétique parce qu'il est chargé. Et ce moment magnétique s'écrit donc... Alors, il y a ce gamma habituel, je dirais, conforme à ce qu'on attend classiquement dans le lien entre moment magnétique et moment orbital standard, moment angulaire standard. Et il y a ici ce qu'on appelle un facteur de Landé. Et ce facteur de Landé dépend de la particule. Donc ça c'est bien Q sur 2M, hein, c'est le même.
Alors, pardon, ce moment qui n'est pas orbital, justement, je le note S. C'est lui le spin. Donc, encore une fois, juste si on faisait du Stern-Gerlach sur des atomes d'argent, on peut se contenter de dire qu'il y a mu qui est quantifié, et puis voilà, il a les propriétés qu'on a vues. Mais en fait, le point clé, c'est que ce S ici, ce moment angulaire est quantifié, et après, il y a des facteurs numériques qui dépendent de la particule. Donc, il y a le Q sur 2m standard qu'on attend, soit d'un point de vue dimensionnel, soit en faisant cette analogie un petit peu surannée, Q sur 2m. Mais, alors, pour l'électron, le facteur de Landé vaut 2. Alors, donc, le simple fait qu'il vaille 2 et pas 1 vous montre que ça n'a rien à voir avec l'étude précédente. Hein. Ce n'est pas un truc qui tourne et qui fait un courant et qui, du coup, fait un moment magnétique. Hein. Alors, oui? Il n'y a pas aussi une aberration au modèle? Si. Alors, ça vaut 2 dans la théorie de Dirac. Et donc, enfin bon, ça vaut 2 quand... Mais si on prend en compte des corrections liées à l'électrodynamique quantique, en fait, ça vaut un tout petit peu plus que 2. Alors, je vais vous le noter juste pour vous montrer la précision extraordinaire qu'on est capable d'atteindre. Donc ça, c'est, je sais pas, les dernières valeurs que j'ai prises, ça devait être l'an dernier que j'ai updaté ça. Voilà. « 319, 304, 301, 361, 82, et là, il y a une incertitude sur les 2 derniers chiffres. Mais vous voyez la précision colossale avec laquelle on est capable de prédire ce facteur de Landé, c'est-à-dire le moment magnétique de l'électron lié à des corrections. Donc, encore une fois, la théorie de Dirac standard de l'électron, sans faire intervenir toutes les corrections liées à l'électrodynamique quantique formulées plus tard, c'est 2, et en gros, c'est 2. Mais il y a des petites choses en plus qu'on comprend parfaitement. On les comprend jusqu'à 10-12. 3, 6, 9, 12, voilà. On a une précision meilleure que 10-12 sur la prédiction de cette valeur et sa mesure effective. Vous voyez qu'on est capable de la mesurer avec une précision vraiment diabolique. Et donc, ça, c'est un succès majeur de la théorie quantique. On est vraiment capable de comprendre ce qui se passe. Oui? Oui. Donc, ces 2 chiffres-là ne sont pas tout à fait clairs. Bref. Donc, ça, c'est pour l'électron. En gros, c'est 2. Pour le proton, on a à peu près 5,586. Pour le neutron, on a moins 3,826. Donc vous voyez, tout est possible, y compris des nombres négatifs. De toute façon, le neutron n'est pas chargé, donc classiquement... Bon, sauf qu'en fait, il est composé de particules qui sont chargées, des quarks. Bref, voilà ce qu'il en est. Oui? 52 là, mais peu importe, enfin, vous trouvez ça, c'est sans doute une valeur qui a peut-être été un peu modifiée, enfin peu importe. Je veux juste vous dire qu'on a une maîtrise, une précision extraordinaire là-dessus. Donc, oui, donc tout ceci justifie qu'on s'intéresse non pas au moment magnétique, qui est ce qu'il est, qui émerge de... Là, en l'occurrence, pour ces particules, ça émerge de la structure interne de ces particules en termes de quarks, etc. Ça justifie qu'on s'intéresse au spin, parce que c'est ça le facteur, le dénominateur commun à toutes les propriétés qu'on observe. Ce qui est quantifié, c'est le spin, et après, ça se reporte sur la quantification du moment magnétique, simplement parce qu'il y a un lien entre le moment magnétique et ce spin. Et donc ce spin, encore une fois, c'est un moment angulaire intrinsèque qui n'est pas lié à un moment dans l'espace physique, à une rotation quelconque dans l'espace physique, ou à un moment orbital. Alors, donc, ce facteur-là, ce S-là,
Alors, en physique quantique, du coup, c'est un opérateur. Et cet opérateur s'écrit h bar sur 2 fois l'opérateur sigma. Donc, on a déjà vu que les composantes du moment magnétique quantifié pour notre atome d'argent, pour tous les systèmes étudiés par le Stern-Gerlach, sont liées à ces matrices de Pauli. Hein. On avait vu que mu, c'était mu0 fois, justement, l'opérateur matrice de Pauli qui est, lui, là, enfin, je vais le réécrire là, ce sigma, c'est le vecteur qui a pour composante dans la base x, y, z, sigma x, sigma y, sigma z. Et c'est quoi sigma x? On avait vu ça, mais je le répète. Sigma x écrit dans la base des états propres plus z moins z, c'est la matrice 0, 1, 1, 0. Vous vous rappelez? Sigma y écrit dans la même base, c'est 0 moins i 0. Et sigma z écrit dans la même base, c'est 1, 0, 0, moins 1. D'accord? Donc, on savait déjà que le moment magnétique est proportionnel à ça. Donc, simplement, on va chercher à la racine de ça une autre grandeur, donc qu'on appelle spin. Et qui a une dimension ici, enfin, dimensionnellement au sens de la physique, vous avez h bar ici. Alors, h bar, vous savez que c'est la constante de Planck divisée par 2pi. Hein. Ça a effectivement les dimensions d'un moment cinétique. Hein, c'est pour ça, c'est juste... Donc, en fait, on a un quantum de moment cinétique, de moment angulaire. Je préfère dire moment angulaire comme les anglo-saxons. Donc, ça, c'est le quantum... Alors, c'est aussi le quantum d'action, comme on dit. Bon, enfin bref. Okay. Et le 1,5 est lié au spin 1,5. Je vais y venir dans une seconde. Alors, si vous écrivez ça comme ça, il y a un certain nombre de propriétés importantes que voici. Alors, d'abord, je vais commencer... je vais faire un deuxièmement. Donc, action de l'opérateur S. Bon, bah, cet opérateur S agit comme ça. Alors, si... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, d'accord. Donc, la composante... La composante suivant U, bien sûr, on peut noter SU, c'est S scalaire U. Ah, donc, juste, on réécrit en termes de S ce qu'on avait écrit en termes de mu. Il y a juste un facteur multiplicatif. Ce facteur multiplicatif dépend du système qu'on étudie. C'est un électron, un proton, un atome d'argent ou ce qu'on veut. Mais ce qui ne change jamais, c'est précisément cette partie-là. Donc, on réécrit simplement la même chose en termes de cet opérateur de spin, dont on peut donc écrire sa composante suivant U comme S scalaire U, c'est-à-dire, eh bien, de la même façon que tout à l'heure, si U est le vecteur qui est dans la direction θ-phi en sphérique, ça fait donc h bar sur 2
facteur de sin θ cos phi fois celle-là, plus sin θ sin phi fois celle-là, plus cos θ fois celle-là. D'accord? Et donc, c'est là où je m'étais trompé tout à l'heure, là, il n'y a pas de θ sur 2. Ça donne ça. Sin θ puissance i phi est moins cos θ. Voilà la composante suivant U. Et cette composante, appliquée, alors ça comme état propre. Donc ça, c'est écrit dans la base. Plus Z moins Z. Son vecteur propre plus U. Alors, plus U, ça va donc être cos θ sur 2 plus Z plus sin θ sur 2 e puissance i phi moins Z. Et on va avoir ce vecteur propre est associé à la valeur propre h bar sur 2. Donc S U plus U égale h bar sur 2 plus U. Maintenant, l'autre vecteur propre, donc je réécris à nouveau son expression dans la même base. Et cette fois, la valeur propre, c'est moins h bar sur 2. D'accord? Donc chaque composante du spin est quantifiée au sens où il n'y a que deux valeurs possibles. Deux valeurs bien définies possibles, plus h bar sur 2 ou moins h bar sur 2. Alors, compte tenu de cette écriture-là, vous pouvez évidemment aussi trouver l'expression, par exemple, de Sx. Alors, ouais, allez, Sx sur l'état plus Z, ça va donner quoi? Sx sur l'état plus Z, ça va donner l'état moins Z. Sx sur l'état moins Z, ça va donner l'état plus Z. D'accord? Donc ça inverse. Alors, pardon, h bar sur 2 fois ça. Excusez-moi, à chaque fois. Ah, c'est simplement l'action des matrices de Pauli, mais fois h bar sur 2. Voilà. Sy sur l'état plus Z, eh bien, c'est I h bar sur 2 fois moins Z. Et Sy sur l'état moins Z, c'est moins I h bar sur 2 moins Z. Etc., etc. Bref, je pense que vous avez fait beaucoup de manipulations de ce type dans les TD. Donc tout ce qu'on a fait sur le moment magnétique se transpose sur l'opérateur spin, puisqu'il y a juste un facteur de proportionnalité entre les deux. OK.
Ok, alors maintenant, troisièmement, propriété. Alors c'est pareil, hein, c'est juste l'héritage des propriétés des matrices de Pauli. Vous avez par exemple Sx, Sy, le commutateur de Sx et de Sy, c'est h bar sur 2 sigma x h bar sur 2 sigma y, n'est-ce pas? Hein, puisque S c'est h bar sur 2 sigma. Et donc ça fait h bar carré sur 4 sigma x sigma y. Et donc ça fait h bar carré sur 4 fois i sigma z. Vous vous rappelez cette propriété de la matrice des matrices de Pauli? Le commutateur sigma x, sigma y, c'est i fois sigma z. Et toutes les permutations circulaires. Mais h bar sur 4, i sigma z, c'est i h bar sur 2 fois h bar sur 2 sigma z, donc sz. Donc finalement, vous avez... Non, pardon. Oui, si, c'est ça. Voilà. Non, pardon. Pas sur 2. Ah non, non, pas sur 2, pas sur 2. Non, non. Sur 2. Oui. Ça? Ben, on avait vu ça, c'est celui qui sur la sphère de bloc correspond à la direction diamétralement opposée, d'accord? Celui qui est orthogonal. Ok. Mais par ailleurs, vous pouvez vérifier que ça scalaire ça fait bien 0. Là, ça fait cosine moins sin cos. Pardon. Donc, je vous rappelle, sigma x et sigma y, c'est 2i sigma z. Hein. Donc, pardon, c'était sur 2 ici. Et donc là, c'est bien i h bar sz. Ça, c'est important. Donc, je vais l'encadrer, ce résultat-là. Alors, on a ça et toutes les permutations circulaires. Hein. C'est-à-dire, vous vous rappelez ça, le commutateur, c'est Sx, Sy moins Sy, Sx. Hein. Oui. OK. Donc Sy, Sz, c'est IH bar, Sx, etc., etc. Bon, ça, c'est une propriété vraiment très importante. Et, alors oui, ces relations de commutation, là, qu'on peut écrire d'ailleurs de façon synthétique, je ne sais pas si, enfin, si vous ne connaissez pas ce symbole-là, oubliez, mais je le note pour ceux qui savent. Ça vous parle, ça, ce epsilon IJK? C'est le tenseur entièrement antisymétrique, hein, qui vaut 0 s'il y a un de ces trois indices qui est le même qu'un autre, qui vaut 1 si c'est trois indices différents, mais dans l'ordre direct, x, y, z, ou y, z, x, ou z, x, y, et qui vaut moins 1 si c'est dans l'autre sens. Bref.
Alors ça, ce sont les relations de commutation caractéristiques des moments angulaires en physique quantique, justement. Oui? Ah si, moi j'ai mis... Ah oui, merci, c'est moins ici. Là, c'est bon. Hein? Ah non, 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 pourquoi? Non, 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 c'est plus, non, 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 pourquoi? Ah, c'est là, c'est l'inverse? Bah si, c'est ça. Ah, là, c'est plus. Ok. Ah, et là, non, c'est bon, là, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça, c'est des relations de commutation. Caractéristiques d'un moment angulaire. Alors on verra, donc quand on fera quand on verra les opérateurs quantité de mouvement, énergie et moment cinétique, un peu plus tard dans le cours, on verra que les opérateurs moment cinétique ordinaires, M, OM, vectoriel V, hein, c'est-à-dire le rayon fois, enfin vectoriel, la quantité de mouvement, ces opérateurs-là vérifient les mêmes relations de commutation. Et en fait, c'est ça la base de la théorie des moments cinétiques. Ces relations-là sont directement reliées, sont des conséquences directes des propriétés des rotations dans l'espace. Enfin, des propriétés des rotations. Vous avez un groupe des rotations, par exemple le groupe des rotations des vecteurs dans l'espace à 3 dimensions. Vous pouvez faire émerger des générateurs de ce groupe de rotation qui vérifient ces relations-là. Et plus généralement, en fait, vous avez ce groupe des rotations qui peut être représenté par des vecteurs dans un espace 3D ou bien par des spinners, c'est-à-dire on peut représenter ce même groupe dans un espace de 2 dimensions, dans un espace vectoriel de 2 dimensions sur le corps des complexes. Et c'est pour ça que le spin émerge en liaison avec la rotation, en liaison avec donc un moment cinétique intrinsèque. C'est juste une façon particulière d'implémenter la symétrie des rotations dans l'espace. Mais l'implémentation en tant que vecteur dans l'espace n'est qu'une façon de traduire cette propriété intrinsèque qui est liée donc au groupe des rotations. Et il y a plein de façons différentes de représenter ce groupe des rotations, comme des vecteurs dans l'espace géométrique à 3D, comme des spins dans un espace à 2D, mais aussi d'autres façons dans d'autres types d'espaces à d'autres types de dimensions. Et quand on fait la théorie complète du moment angulaire, ce que vous ferez un jour, je l'espère pour vous, l'an prochain probablement, vous verrez qu'en fait, ce groupe des rotations peut être représenté dans des espaces de dimensions diverses, en fait dans des espaces de dimension n dans des espaces de dimension n, et dans chacun de ces types d'espaces, ça fait émerger des propriétés qui sont liées à donc, un nombre qu'on appelle le spin. Alors je vais vous l'écrire à partir du moment cinétique total, enfin du moment, du moment angulaire total. On en est où là? 3 oh, ça reste une propriété. Calculons, je reviens à la phrase que j'ai commencé là tout à l'heure. Calculons ceci maintenant. D'accord? J'ai l'opérateur Sx, j'ai l'opérateur Sy, j'ai l'opérateur Sz. Je peux calculer Sx fois Sx plus Sy fois Sy plus Sz fois Sz. Alors faisons-le. Si on le faisait avec les matrices. Alors, Sx fois Sx, alors d'abord il y a h bar. Donc chacun c'est h bar sur 2 fois les matrices. Hein. Donc en fait, donc au carré ça va faire h bar carré sur 4 fois
la matrice sigma x, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, fois elle-même, d'accord? Plus la matrice sigma y fois elle-même, plus la matrice sigma z fois elle-même. Alors ça, c'est trivial, ça. Ça fait 1. Ça fait la matrice identité. Mais ça aussi, ça fois ça, c'est la matrice identité. Ça fois ça, c'est la matrice identité. Si vous vous souvenez, on l'a refait ensemble, et vous l'avez dû le faire au moins 2-3 fois en TD. Sigma x au carré, ça fait l'identité, la matrice identité à dimension 2. Hein. Donc ça fait l'identité, plus l'identité, plus l'identité, ça fait 3 fois l'identité. Donc en fait, cet opérateur-là, que je peux appeler S carré, vecteur S au carré, d'accord? Cet opérateur-là, c'est en fait 3 quarts de h bar carré. OK? Eh bien, ça, je peux l'écrire 1,5 facteur de 1 plus 1,5 h bar carré. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ça, c'est intéressant de l'écrire comme ça, parce que ça s'écrit S facteur de S plus 1,5, facteur de S plus 1, pardon, h bar carré, où S égale 1,5. Et quand on dit qu'on a une particule de spin 1,5, c'est exactement ça qu'on veut dire. C'est ce S égale 1,5. Donc, notre fameux groupe des rotations, je reste très évasif pour l'instant, qui peut se représenter de plein de façons différentes, en fait, il peut se représenter avec des valeurs de S entières ou demi-entières, c'est-à-dire 0, 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Toutes les valeurs sont possibles. Et quand vous avez une certaine valeur de S, en fait, vous pouvez classer les représentations de ce groupe des rotations par leur valeur de S. Et quand vous avez une valeur de S, vous avez toujours le module au carré de votre opérateur spin qui est égal à... Pardon, il manque l'identité ici. En général, on l'omet, mais c'est une mauvaise chose. En tout cas, au début, il ne faut pas l'omettre. Vous avez le module au carré qui s'écrit S facteur de S plus 1. Alors, h bar carré, ça c'est juste la dimension. Vous avez un moment angulaire au carré, fois I. Donc, alors... je vais écrire ça là-haut. Donc je vais récapituler ce qu'on peut dire sur le spin à ce stade. Je ne vous démontre rien là, je vous affirme, et un jour vous verrez qu'il en est ainsi. Donc, une particule de spin S a un espace des états qui est de dimension 2S plus 1 et est caractérisé par alors par S carré égale S plus 1 H bar carré fois l'identité.
Et les valeurs propres d'une composante du spin sont moins SH bar moins S plus 1 H bar, etc. S moins 1 H bar et SH bar. Alors je vous l'affirme, j'aime pas trop affirmer les choses sans le montrer, mais tout ce qu'on va voir, c'est que c'est vrai, enfin, ça c'est exactement ce qu'on a vu depuis le début dans le cas où S égale 1,5. Ouais. Dans le cas d'un photon, alors il existe des photons avec spin nul. Avec non, un proton, un spin 1,5. Un photon. Un photon. Un nombre S égale 1. Oui. Donc il existe pour S égale à 0. Alors il y a une subtilité pour les particules de masse nulle, où il n'y a que deux états en fait, d'hélicité. Je ne veux pas rentrer trop dans ce détail, mais le fait que le photon est une masse nulle induit une spécificité ici que je ne veux pas aborder. Ok, alors S égale 1,5, et c'est ça qu'on appelle le spin. Hein. Donc, alors malheureusement, il y a le même mot spin pour différentes choses. Il y a spin, le nombre quantique de spin S, qui caractérise la particule et qui ne change jamais. Il y a le spin en tant qu'opérateur qui agit dans l'espace des états, avec différentes composantes, opérateurs vectoriels. Il y a le spin en tant que valeur de la composante, etc. Donc, on utilise le mot spin de façon un petit peu, polysémique, je vais dire. En tout cas, quand on dit qu'une particule est de spin 1,5, c'est ça qu'on veut dire. Quand on dit qu'une particule est de spin 1, c'est ça qu'on veut dire, dans ce sens-là. Alors, pour une particule de spin 0, soit dit en passant, une particule de spin 0, ça existe, c'est un scalaire au sens, au sens où, dimension, là, si S égale 0, vous avez un espace vectoriel de dimension 1, c'est-à-dire il y a juste un état, quoi. Hein. Donc, c'est un scalaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas, une rotation n'a aucune action sur lui, comme un nombre, comme un scalaire dans l'espace ordinaire. Hein. Un vecteur, si vous le tournez, si vous faites une rotation, ça change son état, ça change sa direction. Un scalaire, vous pouvez tourner, ça ne change rien. Donc, alors là, c'est un truc un peu spécial, ça n'a rien à voir avec les vecteurs. Donc, c'est à dimension 2. Donc, l'espace vectoriel des états de spin est de dimension 2. Hein? 2 fois 1,5 plus 1, ça fait 2. Son module au carré, eh bien, c'est ce qu'on vient de voir, 3 quarts de h bar carré fois l'identité. Et les valeurs possibles quand vous mesurez ce spin, enfin une composante suivant un axe quelconque, vous obtenez eh bien exactement moins h bar sur 2, donc valeur propre possible, moins h bar sur 2 et plus h bar sur 2. Donc ça, si vous l'oubliez, c'est pas grave, mais je vous le mets juste pour que vous voyez qu'on parle de spin 1,5 parce que c'est dans le cadre d'une théorie complète du moment cinétique qui fait intervenir d'autres possibilités que simplement un espace vectoriel de dimension 2. Mais cet espace vectoriel de dimension 2 est néanmoins complètement générique pour toutes les particules qui, justement, ont ce spin 1,5 particulier. Et c'est le cas des particules élémentaires que sont les électrons, les quarks et les neutrinos. D'accord? Mais c'est en fait tous les hadrons qu'on connaît. Pardon, pas tous les fermions. Les fermions, voilà, absolument.
Donc il y a un lien, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de statistiques, mais vous avez sans doute quand même entendu parler déjà de la statistique de Fermi-Dirac et de la statistique de Bose-Einstein, ne serait-ce qu'en physique statistique, non? Donc, non? Ah, alors vous le verrez sans doute. Donc, toutes les particules qui ont un spin demi-entier, c'est-à-dire un nombre entier plus un demi, sont des fermions, et toutes celles qui ont un spin entier, c'est-à-dire un nombre S dans N, sont des bosons. Il y a un lien très profond entre la manière dont ils se comportent vis-à-vis de l'échange de particules. Si vous intervertissez deux particules, suivant qu'il y a un spin un spin demi-entier ou un spin entier, le comportement n'est pas le même et c'est des choses très profondes que vous verrez un jour. Donc voilà, on a cet espace vectoriel de dimension 2. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, un point important, c'est qu'on l'a vu pour le moment magnétique, et donc c'est vrai pour le spin, parce que c'est juste un multiple de ça. Deux composantes du spin ne commutent pas entre elles. D'accord? Deux composantes du spin ne commutent pas. Hein, leur commutateur, c'est pas 0, c'est toujours l'autre. Enfin, d'accord? La composante suivant le vecteur orthogonal, suivant une base directe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'état à valeur bien définie de cette composante-là et de celle-là. Ça n'existe pas. D'accord? Les grandeurs composantes dans une direction et composantes dans une autre ne sont pas compatibles. Il n'existe pas d'état ayant une valeur bien définie de l'un et de l'autre. Par contre, comme le module au carré de S est proportionnel à l'identité, bien évidemment, ça commute avec tout. L'identité, ça commute avec tout. Donc, il existe des états à valeur bien définie du spin total, enfin du module carré, et d'une composante bien définie. D'accord? Ça, c'est un multiple de l'identité, donc ça commute avec tout. De fait, une particule qui a un spin bien défini... Ah, pardon. Ah oui, non, si, c'est ça. Non, c'est ça. Voilà. Une particule qui a un spin bien défini aura aussi donc une valeur bien définie de son module carré. Enfin, une particule de spin S a une valeur totale qui vaut SS plus 1 H bar carré. Enfin, racine de ça, puisque ça, c'est la norme au carré. Bon, quelle heure est-il? Ah, c'est l'heure? Ah non, c'est pas possible. Ah bon? Ouais. Ah, juste une seconde, je regarde s'il n'y a pas des choses... Mince! Non, bah, je vais devoir m'arrêter parce que je voulais démarrer l'intrication. Ah, si, c'est... Bon, je vais juste le noter comme ça. Donc ça commute. Donc vous avez les deux relations de commutation. Celle-ci, enfin, ou celle-là, celle-là qui est plus générale. Enfin, ça, c'est juste ça avec toutes les permutations circulaires. Et par contre, donc, le S carré total et la composante ici commute. Alors, donc pour une particule qui a un spin S, OK, qui a une valeur bien définie, là, c'est naturel, mais si vous avez un système avec plusieurs particules, le S carré sera toujours... vous aurez toujours une commutation entre le S total et une composante particulière. Oui, et ce que je n'ai pas dit là, c'est que S appartient à N, où S appartient à N plus 1,5. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire que 2S plus 1 est dans N. Heureusement, parce que sinon, un espace de dimension non entière, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Donc, ça appartient à N. Voilà. Donc, tous les S sont possibles a priori, dès lors que 2S plus 1 est dans N. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, on va s'arrêter. Ouais. Le rapport avec la théorie des groupes.
c'est qu'en fait, ce sont des représentations. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des représentations des groupes. Ce sont des représentations du groupe des rotations. On peut en parler après parce que je ne pense pas que ça intéresse tout le monde, mais oui. Ok, c'est bon? On s'arrête là? Donc on se voit vendredi. Et vendredi, on fait l'intrication. Ça va être super fun, je vous le promets.